J'ai été déjà introduit, Cédric Riggenbach, l'auteur de la fresque du climat. Moi, je ne m'entends pas super, mais c'est peut-être normal. Vous-même au fond là-bas, ça va? Tout au fond? Ouais, non, j'entends, je vois des gens qui font comme ça. On peut lever un tout petit poil. Voilà. Ouais, ça a l'air bien comme ça. Alors, on est ici pour parler des métiers et des nouveaux métiers qui vont devoir s'adapter à la transition énergétique. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Blue Choice et qui aide les entreprises et les organisations au sens large à s'adapter, à préparer l'hypothèse que la transition se fasse. Voilà. Parce que paradoxalement, il y a beaucoup d'organisations qui cherchent à réduire leurs émissions de CO2, mais il y en a assez peu qui se posent la question de savoir ce qui va leur arriver si la transition dont on parle tant se fait pour de vrai. Et là, je vais vous présenter des slides qui sont basés sur l'équation de Kaya et qui vont vous permettre d'avoir un peu des billes pour penser cette transition et voir par quel bout il faut la prendre. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui a eu lieu là, il y a quelques semaines. J'étais avec mes amis qui s'appellent Jérémy, Elon, Serge et Pablo. Alors, il n'y avait que des garçons parce que c'était un enterrement de vie de garçon. Et on a eu une discussion sur le changement climatique. Je ne sais pas ce qui nous a pris. Autant sur le constat, on était en phase. Autant sur les solutions, là, ça partait vraiment dans tous les sens. On avait Jérémy qui était à fond sur les énergies renouvelables, Elon sur les ruptures technologiques, ensuite Serge qui prône la décroissance et Pablo qui nous dit que de toute façon, on va tous mourir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter un peu le fil de la discussion qu'on a eue parce qu'il ressemble un petit peu à la façon par le sens par lequel on prend les choses quand on s'intéresse à ces sujets. Il y a une espèce de fil conducteur, de cheminement intellectuel assez naturel. Par contre, il va nous amener dans une impasse. Et après, on va voir comment on sort de cette impasse. Donc, on va avoir besoin pour ça de parler de l'équation de Kaya. Donc, je vous la présente rapidement. L'équation de Kaya, elle dit que le CO2 égale CO2. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on multiplie et on divise par l'énergie, le PIB et la population. Donc là, jusqu'ici, vous avez l'équivalence de ce que Jean-Marc Jancovici vous aurait raconté. Lui aussi parle beaucoup de l'équation de Kaya. Le GIEC s'appuie dessus. C'est un outil très intéressant. Alors, les différents termes ont des significations chacun. Le premier terme, c'est l'intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien est-ce que ça émet de CO2 de produire un kilowattheure. Le deuxième terme, c'est l'intensité énergétique de l'économie, c'est-à-dire combien est-ce qu'il faut de kilowattheures pour faire un point de PIB. Ensuite, on a la croissance économique, donc le PIB par tête, qui est derrière la notion de croissance économique, et puis on a la population. Alors, pour faire baisser les émissions de CO2, vu que les émissions de CO2, c'est le produit de tous ces termes, on n'a pas d'autre solution que de faire baisser un ou plusieurs de ces termes. Voilà. Surtout si par ailleurs il y en a qui augmentent. Donc on peut par exemple décarboner l'énergie, ça c'est une façon de faire. On peut faire de l'efficacité énergétique, on peut faire de la décroissance, et puis on peut aussi tuer tout le monde, ce qui résout évidemment le problème. Alors comme on va tuer personne, il nous reste principalement trois termes qui sont la décarbonation, l'efficacité et la décroissance. Alors mes amis Serge et Elon, quand on leur parle de décroissance, ils ne sont pas super chauds. Eux, ils disent qu'on peut faire du découplage. Alors le découplage, c'est quand on a les émissions de CO2 qui baissent pendant que le PIB augmente. Par contre, Serge et Pablo, ils ne croient pas du tout au découplage. Ils expliquent qu'il n'y a jamais eu de découplage, en tout cas, il n'y a jamais eu de découplage absolu, et que ce n'est pas demain la veille. Alors, ce qu'on va voir, c'est que la discussion qu'on a eue ce soir-là, elle a suivi l'équation de Kaya de la gauche vers la droite, et c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et on va voir que ça nous amène dans une impasse. Alors, les personnages qui sont derrière Jérémy, Elon, Serge et Pablo sont potentiellement également des métiers. Il y a des métiers pour décarboner, pour faire de l'efficacité, pour aussi, vous allez voir plus tard, réinventer des business models. Alors, donc je vous disais, Jérémy et Elon, ils croient à une forme de découplage. Pablo et Serge, pas du tout. J'essaye de faire marcher ma télécommande. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, si en plus j'ai plus de piles, ça ne va pas le faire. Donc, je vous ai dit, on va prendre l'équation de Kaya de la gauche vers la droite. Premier élément, à gauche, les émissions de CO2. Donc, il va falloir les faire baisser de 5% par an au niveau mondial. C'est énorme, hein. C'est à peu près l'ordre de grandeur de ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid. À part que l'année suivante, on a tout rattrapé. Donc, moins 5% par an, c'est énorme. Et la première réaction, c'est souvent de se dire, bon, ben, c'est simple, il suffit de décarboner l'énergie. Voilà. Alors ça, c'est ce que pense mon ami Jérémy. Et alors, on va tout de suite faire un petit sondage. Si je vous dis énergie renouvelable, vous pensez à quoi là tout de suite? Qu'est-ce qui vous vient en tête? Hydraulique, c'est bien. Éolien, solaire. Voilà. Alors souvent, on entend surtout éolien, solaire. Et donc, j'ai un peu lu dans vos pensées. L'éolien et le solaire, ce qui est bien, c'est que ça fait du plus 15% par an. Donc on se dit, waouh, on va y arriver. Bon, la réalité, c'est qu'en fait, c'est une petite partie des énergies renouvelables. Le plus gros, c'est effectivement l'hydroélectricité. Et si on rajoute l'hydroélectricité à ces deux énergies, on est toujours sur quelque chose qui progresse, mais ça ne progresse plus que de 4% par an. On va aussi rajouter le nucléaire, qui n'est pas une énergie renouvelable, mais qui est une énergie bas carbone. Et on est sur une progression de plus 4% par an. C'est pas mal. En face, on a quoi? On a le fossile, le gaz, le pétrole et le charbon. Et là, ça augmente ou ça descend? Oui, ça augmente malheureusement et ça augmente à peu près 1% par an. Donc plus 4% d'un côté, plus 1% de l'autre, on se dit que c'est les énergies décarbonées qui gagnent. Ben non, parce qu'en fait, elles ne représentent que 85% des émissions de CO2 au niveau mondial. Elles représentent plutôt, pardon, les énergies décarbonées représentent 15% du total et le fossile représente 85%. Donc, on a à l'arrivée, décidément, j'y arrive pas, on a à l'arrivée plus 1000 TWh d'énergie décarbonée et plus 1500 TWh d'énergie carbonée, sachant qu'en réalité, ce qui est important, ce n'est pas que ça augmente moins vite, le fossile, c'est que ça diminue. Et donc, pour l'instant, on vit dans un monde dans lequel les émissions de CO2 et la consommation d'énergie fossile ne fait qu'augmenter. Voilà. Et il faudrait qu'elle diminue et qu'elle diminue fortement. Donc on a expliqué à Jérémy que certes, il va falloir décarboner l'énergie, mais ça ne va pas suffire. Il va également falloir faire baisser la consommation d'énergie pour arriver à décarboner plus facilement. Et ça, faire baisser la consommation d'énergie, c'est ce qui est... ça peut se faire par l'efficacité énergétique et par l'innovation technologique. Alors l'innovation technologique, c'est le grand truc de Elon. Vous savez, il parle de voitures qui volent, d'hydrogène, etc. Et puis, il est tellement enthousiaste quand il parle de ces énergies, de ces efficacités énergétiques, de ces innovations technologiques, qu'on a tendance à partager cet enthousiasme et à aller à fond dans son sens. Bon, à part que il y a Serge qui nous rappelle à l'ordre et qui nous dit ben, c'est bien gentil votre histoire, mais les gains d'efficacité énergétique, on les connaît et on ne gagne que 1 à 2% par an, tous les ans, et ce, depuis des décennies. Alors, 1 à 2% par an, c'est très très loin des moins 5% par an qu'il faudrait faire, et donc ça ne va pas suffire. Et là, il y a Pablo qui nous dit, alors non seulement ça ne va pas suffire, mais c'est pire que ça. Parce que faire de l'efficacité énergétique, ça consiste à faire accélérer le système. Et le système, il est en train d'aller dans le mur. Donc s'il accélère, je ne vous fais pas un schéma. On va encore plus vite tous mourir. Bon, bah merci Pablo pour cet enthousiasme débordant. Et là, il y a Serge qui lui dit, mais Pablo, justement, c'est pour ça que moi je prône la décroissance, pour qu'on ralentisse et qu'on ne se prenne pas le mur. Alors on a dit à Serge, bon ouais, on peut être d'accord avec ton idée de décroissance, mais regarde, on a fait un petit sondage dans le restaurant, on a demandé si les gens étaient d'accord pour faire de la décroissance. Ils ont plutôt dit non, et on a dit à Serge, bon ben je crois que finalement Pablo a raison, on va tous mourir. Bon, je vous avais dit qu'on arrivait dans une impasse intellectuelle et maintenant il va falloir qu'on en sorte. Je ne vous laisse pas sortir de la salle maintenant, il faut que vous écoutiez la suite. Bon, pour sortir de cette impasse,
On va commencer par casser l'équation de Kaya et la réparer. Puis on la prendra de la droite vers la gauche au lieu de la prendre de la gauche vers la droite. Alors c'est parti. Comment est-ce qu'on casse l'équation de Kaya? Eh bien, pour faire ça, on va la projeter dans un secteur économique et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire de projeter l'équation de Kaya dans un secteur économique? Prenons le transport. Projeter l'équation de Kaya dans un secteur économique, ça consiste à remplacer le terme PIB par ce que ce secteur produit. Le secteur du transport produit des kilomètres. Donc je remplace PIB par kilomètre. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Ça me fait apparaître des termes qui sont d'un côté l'efficacité du véhicule et de l'autre côté les besoins en déplacement. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Bon, à part que quand on parle d'efficacité du véhicule, on parle des kilomètres véhicules et quand on parle des besoins en déplacement, ce sont les kilomètres passagers. Et ce ne sont pas exactement les mêmes kilomètres. Donc là, ça y est, j'ai cassé l'équation de Kaya. Elle n'est plus équilibrée. Pour la réparer, je dois introduire des termes qui manquaient. Et ça me permet d'introduire la notion de remplissage. Plus il y a de monde dans les voitures, plus on va pouvoir assurer le même besoin de transport avec moins de véhicules qui roulent. Et le taux de remplissage, c'est un terme sur lequel on peut jouer. Et comme c'est un terme de l'équation de Kaya au même titre que tous les autres, il est comme les autres au premier ordre. C'est-à-dire que si on fait un facteur 2 sur le remplissage des voitures, ça fait un facteur 2 sur les émissions de CO2 du même secteur, à condition qu'il n'y ait pas d'effet rebond, évidemment. On va faire un autre exemple avec le secteur de l'industrie. L'industrie produit quoi? Elle produit des objets. Donc je remplace le PIB par des objets. Et on voit apparaître l'énergie grise des objets, combien il a fallu de kilowattheures pour produire chaque objet. Et puis on voit également le taux d'équipement. Ça vous va comme définition? Bon, le problème dans cette histoire, c'est que d'un côté, j'ai parlé des objets produits chaque année, et de l'autre côté, il y a les objets possédés par tout le monde. Et donc j'ai déséquilibré mon équation, elle est cassée. Pour la réparer, je suis obligé d'introduire la durée de vie des produits. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on a fait apparaître un nouveau terme dans l'équation de Kaya et c'est un terme sur lequel on va aussi pouvoir découpler au même titre que tous les autres. Et donc, si on augmente la durée de vie des produits, prenons les téléphones portables. On en a tous un, on en est complètement dépendant. La question est de savoir s'il va durer 2 ans ou 4 ans. Bon, ben, s'il dure 2 ans, je le renouvelle plus souvent. S'il dure 4 ans, ben, on en produit moins. Alors, ça pose un problème pour celui qui vend les téléphones. Il n'a pas intérêt à ce que les téléphones durent trop longtemps, tant que son métier, c'est de les vendre. Si son métier consiste à les louer, et c'est là que c'est intéressant, on va changer les business models et ça va changer aussi les compétences associées et les métiers qui vont avec. Si son métier, c'est maintenant de louer des téléphones au lieu de les vendre, eh bien, cet opérateur va pouvoir continuer d'avoir un chiffre d'affaires et peut-être même le faire progresser, ce chiffre d'affaires. Donc, on continue avec le secteur du bâtiment. Si j'y arrive. Le secteur du bâtiment, ça produit des mètres carrés. Et là, on va voir d'un côté la surface chauffée ou climatisée et les mètres carrés à ma disposition. Donc, j'ai cassé mon équation de Kaya et je vais arriver sur une notion de intensification des usages ou mutualisation des surfaces. Et là, je vais vous montrer un exemple très concret qui est les bureaux de Blue Choice. Blue Choice, qui est mon entreprise. Vous voyez ici des gens en train de travailler dans une salle de réunion. Cette même salle, le soir, devient une salle à manger parce que les bureaux de Blue Choice sont également un appartement. Vous avez ici des gens qui travaillent dans une salle de réunion qu'on appelle le salon, puisque tout simplement, c'est un vrai salon et le soir, on peut prendre l'apéritif dedans et puis on peut également héberger du monde. Ça devient une chambre d'amis le soir si on veut. Vous avez ici la cuisine qui est également une salle de réunion qui peut même servir avec un atelier, avec un établi pour se transformer en atelier de bricolage. Et puis enfin, on a un certain nombre on a 2 pièces qui sont des salles de réunion en journée et qui deviennent le soir des chambres. Donc là, vous êtes dans l'intimité de ma chambre puisque mon lit était dans le mur et le soir, il n'y a plus qu'à le baisser et cette pièce devient une chambre tout à fait normale. Donc voilà, on a
à plusieurs reprises pris l'équation de Kaya, on l'a cassée et on a fait apparaître un nouveau terme. Donc si on prend la forme générale de cette équation, vous voyez que le terme PIB apparaît à deux endroits. Il apparaît dans l'efficacité de l'économie et dans les besoins par personne. Mais quand il apparaît d'un côté et de l'autre, il n'a pas exactement la même signification. Le terme PIB, il peut signifier la quantité de production. Et produire des choses, ça utilise de l'énergie, ça fait du CO2. Mais le PIB désigne également le service rendu par l'économie. Donc si on distingue ces deux notions, on met d'un côté la production et de l'autre côté les besoins, alors on a cassé l'équation de Kaya, et c'est ce qu'on a fait dans les trois secteurs qu'on vient de voir. Et pour la réparer, on va introduire une notion qui est la différence entre ce qu'il a fallu produire pour assurer certains besoins. Et ça s'appelle l'intensification des usages. Quand on a produit quelque chose, il faut s'en servir plus. Quand on a produit un téléphone portable, il faut l'utiliser plus longtemps. Quand on a une surface à disposition, autant l'utiliser le jour et la nuit. Quand on a une perceuse, si on la partage avec nos voisins, il n'y a pas besoin qu'ils en achètent une. Et ainsi de suite. Et ce terme d'intensification des usages, c'est ça qui présente le potentiel de découplage le plus important dans la transition. Donc je vais conclure en vous expliquant comment il faut prendre l'équation de Kaya, non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. On commence par la population. Donc la population, elle va passer de 8 milliards aujourd'hui à peu près 10-11 milliards à la fin du siècle. Ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est une donnée du problème. Le monde est en train de finir sa transition démographique. Tout va bien. Ensuite, on a, désolé décidément, on a les besoins par personne. Et là, je suis bien obligé de reconnaître que je partage un petit peu l'avis de Serge, vous savez, mon ami décroissant, quand il dit qu'on a tendance à surconsommer, surtout dans les pays développés, on a tendance à confondre nos envies et nos besoins. Et dans un monde qui a un budget carbone limité, les envies des uns seront mécaniquement au détriment des besoins fondamentaux d'autres personnes, ailleurs sur Terre ou plus tard dans le temps, et y compris nos propres enfants. Donc ça, c'est une donnée fondamentale qui nous oblige individuellement à repenser notre rapport à la consommation et à questionner notre mode de vie et réfléchir à ce dont on a vraiment besoin pour être heureux. La transition énergétique, elle commence par là. Elle commence par s'interroger soi-même sur ce dont on a vraiment besoin. Ensuite, le terme suivant, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on peut intensifier les usages. Quand quelque chose existe, autant s'en servir le plus possible. Et là, il y a énormément de métiers à inventer autour de ça, autour de l'économie, de la fonctionnalité, autour de tous les business models qui vont permettre de se focaliser sur les besoins à assouvir et comment les assouvir avec le moins de production possible. Et là, il y a plein de choses à inventer et c'est là que les écoles doivent commencer à anticiper pour travailler sur ces sujets-là. Ensuite, évidemment qu'on va continuer à faire de l'optimisation de l'efficacité énergétique. Ça, c'est souvent un métier d'ingénieur, c'est technique. On va augmenter les moteurs, les rendements des moteurs, des usines, etc. On a toujours fait entre 1 et 2% par an. On va continuer, on va peut-être même essayer de passer à 2-3% par an. Et ce sera d'autant plus pertinent qu'on aura dégagé déjà tout le gras. Quand on aura viré les usages un peu inutiles de tout ce qu'on produit, ce qui restera à produire sera d'autant plus important qu'on sera capable d'investir dans la R&D pour aller encore plus loin en termes d'efficacité énergétique. Mais on ne va pas se casser les fesses à travailler sur l'optimisation des rendements pour produire des choses qui ne servent à rien. Ça n'a pas de sens. Je voulais vous illustrer que c'est logique de travailler sur l'efficacité énergétique avant de travailler sur la décarbonation à travers un exemple très concret. Si vous rénovez votre maison et que vous allez devoir à la fois changer la chaudière et faire de l'isolation thermique, eh bien, naturellement, vous commencez par mettre de l'isolation thermique. Comme ça, quand vous aurez divisé par 3 ou 4 le besoin en énergie de votre maison, à ce moment-là seulement, vous changez la chaudière pour en mettre une beaucoup plus efficace. Parce qu'elle sera beaucoup plus petite et elle coûtera moins cher.
Donc, quand on a fait tout ça, en dernier lieu, on va décarboner ce qu'il reste à produire. Mais ça vient en dernier dans la réflexion. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre en stand-by, hein. Ça va mettre des années, donc autant commencer maintenant. Mais ça vient en dernier dans la réflexion. Et je vous montre à quel point c'est beaucoup plus facile de décarboner le mix mondial si on a déjà baissé la consommation d'énergie. Je vous présente le mix mondial. À l'horizontale, vous avez la quantité d'énergie qui est consommée et à la verticale, vous voyez la fameuse intensité carbone de l'énergie, c'est-à-dire combien ça émet de CO2 de produire un kilowattheure. En moyenne, produire un kilowattheure dans le monde, c'est 250 grammes de CO2. Voilà. À gauche, vous avez les énergies décarbonées. Je les ai mises à zéro, c'est abusé, mais j'arrondis un petit peu. Ensuite, le gaz, le pétrole et le charbon. Imaginez qu'on arrive à diviser par 2 la consommation d'énergie au niveau mondial. À votre avis, on garde la partie gauche ou la partie droite? Il n'y a pas de piège, hein? Oui, on garde la partie gauche et on va se séparer prioritairement de la partie la plus carbonée. Regardez bien ce qui se passe quand on le fait. Ça nous améliore le facteur énergétique de 30%. On passe de 250 à 170 grammes de CO2 par kilowattheure produit, sans rien faire, juste parce qu'on a d'abord dégagé les énergies les plus carbonées. Et donc on gagne 30% de plus. En plus de ça, on va évidemment se permettre d'intensifier la production d'énergie décarbonée, mais ça viendra encore en plus. Voilà, donc maintenant je voudrais vous montrer quelques chiffres de ce qui pourrait se passer entre maintenant et 2050. On part d'une base 100 aujourd'hui. On aura une population d'ici 2050 qui va augmenter d'à peu près 25% d'après les scénarios de l'ONU. Et ça, c'est une donnée du problème. Sur la partie des besoins, autant dans nos pays, on va pouvoir revoir à la baisse nos besoins et puis se débarrasser un petit peu de tout ce qui est superflu, autant dans les pays en développement, il faut qu'ils puissent, eux, progresser. Et donc, je prends l'hypothèse qu'au niveau mondial, les besoins progressent de 20%. Voilà. Après, sur la partie d'intensification des usages, là, je mets un facteur 2, parce que je suis persuadé que c'est sur ce facteur-là qu'on peut le plus gagner. En augmentant la durée de vie des produits, en mutualisant des objets, en réinventant des business models, en un peu moins de 30 ans, je pense que très sincèrement, on peut faire un facteur 2 sur l'intensification des usages. Ensuite, on va continuer à faire de l'efficacité énergétique. Là, j'ai pris l'hypothèse que c'était au même rythme qu'avant, entre 2 et 3% par an. Et bien, quand on en est là, on a déjà divisé par 2 la consommation d'énergie mondiale. Et là, ça nous permet d'avoir le petit bonus dont on a parlé tout à l'heure, moins 30%. Et ça y est, on a fait notre division par 3 des émissions de CO2 d'ici 2050. Alors, à travers ça, je ne voudrais pas vous laisser penser que ça va être facile, hein. C'est un challenge incroyable. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est largement à notre portée. Par contre, n'allez pas croire ceux qui essayent de vous convaincre que ça va porter uniquement sur les 2 premiers termes techniques qui consistent à décarboner, à faire de l'efficacité et à mettre de l'hydrogène partout. Il va falloir ces innovations, il va falloir décarboner l'énergie, mais ça vient en dernier dans le raisonnement. Le premier point, c'est notre consommation, c'est la sobriété, c'est de vouloir faire quelque chose, de vouloir construire un monde équitable, avec moins de différences entre les plus riches et les plus pauvres, moins de différences entre le nord et le sud. Sinon, tout simplement, on n'y arrivera pas. Donc, je vais m'arrêter là. Si, en fait, peut-être un slide de plus pour vous dire ce qui va se passer si jamais on laisse l'économie fonctionner telle qu'elle. Voilà, ça, c'est l'effet rebond. Si on laisse l'économie fonctionner naturellement, en fait, on va surtout avoir de la croissance et on va avoir encore plus de besoins satisfaits. Donc, pour éviter ça, il va falloir mettre un prix sur le CO2, il va falloir mettre une grosse pression sur le carbone à travers des taxes carbone, des quotas, des obligations, des interdictions. Ça ne veut pas venir. Voilà, des quotas, des interdictions, des changements de réglementation, globalement, une grosse pression sur le prix du CO2. C'est uniquement à ce tarif-là qu'on pourra faire en sorte qu'il n'y ait pas d'effet rebond. Et tous les efforts qu'on fera sur l'intensification des usages, l'efficacité ou la décarbonation pourront effectivement se traduire en réduction de CO2. Sinon, on va avoir ce qu'on a toujours eu, c'est-à-dire un effet rebond et toujours plus de production.
Donc à l'avenir, on reprend l'équation de Kaya une fois modifiée. On va passer ça. Hop, hop, hop. On reprend l'équation de Kaya une fois modifiée. On aura des projets qui vont consister à faire soit de la décarbonation du mix, et on va pouvoir calculer le prix, le coût à la tonne de CO2 évité. Voilà, si je plante une éolienne, ça va me permettre de faire de l'énergie décarbonée, et donc je vais économiser X euros par tonne de CO2 évité. Si j'augmente le rendement de ce moteur, eh bien pareil, je vais être capable de calculer sur la durée de vie de ce moteur combien j'économise de CO2 et combien ça me coûte. Si je fais du blablacar ou je partage ma perceuse avec mes voisins, ben là également, ça ne va pas me coûter grand-chose, mais ça va permettre d'économiser du CO2. Et puis, si on détruit de la demande, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir libérer des budgets pour consommer autre chose, et c'est une autre façon de gérer les choses. Ces différentes façons d'agir sont d'une certaine façon un peu en concurrence les unes avec les autres, mais elles sont également complémentaires. C'est-à-dire que tous ces efforts vont se multiplier. Voilà. Si vous faites un effort sur l'un, ça fera un effort sur l'autre. Si vous faites un effort considérable sur l'un, l'autre, celui qui viendra après, aura moins de bénéfices. C'est pour ça qu'il y a une forme de compétition entre ces différentes solutions. Mais il n'empêche qu'il va falloir travailler sur tous les leviers. Mais surtout, gardez bien en tête que l'ordre dans lequel il faut réfléchir à cette équation, ce n'est pas de la gauche vers la droite, c'est de la droite vers la gauche, en commençant par ce qu'on peut faire individuellement, personnellement, en repensant sa consommation. Je vous remercie de votre attention.